19h. Yarana, merci d'avoir choisi Polynésie la première. Voici les titres de ce journal. La route en mauvais état serait-elle à l'origine de l'accident mortel survenu dimanche dernier? Réputée dangereuse, elle aurait déjà causé plusieurs accidents. Moins de commandes publiques, c'est aussi moins d'emplois. Les entreprises du BTP s'interrogent sur leur avenir après l'annulation de plusieurs chantiers du pays pour réduire les dépenses publiques. On en parle avec le ministre de l'économie, du budget et des finances. Tevaiti Pomare est l'invité de ce journal. L'insertion des sans-abri se concrétise grâce à un hackathon solidaire. Une dizaine d'entreprises relèvent le défi de les embaucher. Une belle histoire à découvrir dans un instant. Et il y aura du muscle à la fin de cette édition. Aurélien Foussard et Jean-Baptiste Cipriani, grands culturistes locaux, s'apprêtent à vivre le rêve américain. Ils s'envolent ce soir pour se mesurer aux athlètes internationaux. Mais d'abord, les pèlerins polynésiens retrouveront en principe le Fénois dimanche. Le périple pour rejoindre leur terre natale ne sera pas de tout repos, alors que la situation en Israël ne s'améliore pas. Ils doivent quitter Jérusalem demain matin pour rejoindre la Jordanie en bus. À Tahiti, les familles s'inquiètent et s'unissent en prière. Caroline Farid, Nicolas Suir. De 20h à 21h, c'est Téréora. Patricia organise la future veillée pour les Polynésiens bloqués en Israël. Sa belle-sœur en fait partie, mais les dernières nouvelles sont bonnes. D'après ce qu'elle m'a raconté, ce qui est bien, c'est que le père Bruno a réussi à les garder au calme, dans la sérénité, dans la prière, et non pas s'affoler quand on entend à chaque fois des obus qui éclatent. Et tout ça, donc, ils vivent une ambiance pleine de sérénité et beaucoup de prières, bien sûr. La communauté catholique suit de près l'évolution du groupe et la possibilité de quitter le pays. Il est question de rallier la Jordanie en bus. Il semblerait qu'ils aient quelque chose, qu'ils vont se déplacer dans un pays voisin. Ça serait la Cisjordanie et ils partiraient de la Cisjordanie pour Rome. Alors, tant que ce n'est pas concret, nous, on pense qu'on va quand même mettre en place une veillée de prière. Le consul d'Israël à Tahiti rencontrait ce matin les autorités locales à l'Assemblée. Serge Cohen-Solal déconseille fortement une traversée du pays en bus et préconise d'attendre un vol vers Rome. Moi, je suis contre le fait de prendre un car pour aller de Jérusalem à Amman en Jordanie. C'est-à-dire, c'est traverser uniquement une espèce de no man's land qui est pour moi dangereux. Aujourd'hui, qui est dangereux, parce qu'il n'y a pas... On a pris des Français, on a pris des Allemands, ils ont capturé tout le monde, ils ont tué des Français dans la rue. En Israël, l'horreur se poursuit pour les civils. Plus de 1000 morts, dont des femmes et des bébés décapités et 2900 blessés. Une situation des plus préoccupantes pour la diaspora locale. Tous les jours, on entend de nouvelles personnes qui sont décédées, qu'on connaît personnellement. Donc c'est très, 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 très lourd comme situation. Je crois que le Hamas a profité en fait compte de la situation interne en Israël où aujourd'hui les Israéliens se battent pour la démocratie. Vous avez certainement vu ça tous les samedis, il y a des centaines de milliers de personnes dans les rues. Et je crois que là, le gouvernement a défailli à sa mission et on ne va pas faire les comptes maintenant, mais je crois qu'après cette guerre, je crois qu'il y a des têtes qui vont tomber. L'ONU condamne les actes de terrorisme du Hamas, des attaques qui affectent aujourd'hui la liberté des populations du monde entier, jusqu'en Polynésie. Le groupe de pèlerins quitte Jérusalem ce soir plus tôt. Une veillée de prière est prévue demain soir à Marianoteau. La responsabilité de l'équipement peut être mise en cause dans l'accident mortel survenu à Tiaray dimanche dernier. Difficile de prouver que la déformation de la route en est la cause, mais l'hypothèse est suffisamment plausible pour que le service de l'équipement intervienne 48 heures après le drame pour rectifier la chaussée, un lieu réputé pour être très dangereux pour les usagers. Sur place, James O et Patrick Singh. C'est très dangereux. Surtout, c'est une ligne droite. Les gens, ils ne voient pas les défauts sur la route. Et ils foncent comme ça. Mais nous, à chaque fois, on entend le bruit que ça. Les voitures tapent dessus, mais... La clôture de l'église catholique porte encore les stigmates de l'accident qui a coûté la vie à une femme de 46 ans. Sur cette portion de route limitée à 60 km/h, le phénomène n'est pas nouveau. Des tassements apparaissent au fil du temps et peuvent surprendre les automobilistes qui n'ont pas l'habitude d'emprunter cet itinéraire, d'autant plus qu'aucune signalisation n'a été installée. Il y a toujours un creux, il y a
beaucoup de gens qui filent. C'est une ligne droite, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dodanes, on va dire, invisibles. C'est vrai qu'ici, ma voiture a tendance à se soulever, donc je me déporte vers la gauche. Eu égard des différents témoignages, c'est peut-être ce qui a provoqué la perte de contrôle du conducteur originaire de Moorea. Si cette hypothèse semble difficile à prouver, elle est suffisamment plausible pour que les travaux publics interviennent seulement 48 heures après le drame. Aujourd'hui, il y a des travaux, qu'est-ce que tu en penses? Je ne peux rien dire, qu'est-ce que j'en pense? Ils attendent qu'il y ait quelqu'un qui est parti, qui est décédé pour pouvoir venir le faire. Ça va faire combien? Presque 1 an que c'est comme ça. Plusieurs personnes nous font remonter par rapport à ce creux qu'il y a au niveau de cette portion-là. Bon, après, nous, on a fait remonter. Bon, après, donc, comme on le voit aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait un drame pour qu'on fasse appeler les travaux. Selon les agents de l'équipement présents sur place, ces travaux de rectification de la chaussée étaient prévus de longue date et n'ont aucun lien direct avec l'accident de dimanche dernier. Et à Tiareï, toujours, les locaux de la mairie ont été cambriolés pour la 2e fois en l'espace de 5 mois. Les faits se sont déroulés la nuit dernière. Toutes les portes des bureaux ont été forcées ainsi que le coffre-fort, mais rien n'a été dérobé. Le coût total des réparations est estimé à 2 millions de francs pacifiques. Et Jean-Paul Théran est condamné à 6 mois de prison avec sursis. La justice lui reprochait des violences aggravées sur un clerc d'huissier en pleine crise sanitaire. Il était également poursuivi pour outrage sur une gendarme, une peine que le médecin estime être extrêmement lourde. Il l'a dit à Miri Toumatariri. Personnellement, je trouve que la sanction est extrêmement lourde, surtout compte tenu des mensonges de la gendarme. Je pense que c'est elle qui aurait dû être sanctionnée. Mon constat, si vous voulez, c'est que ce collège de juges n'a absolument pas tenu compte ni de mes 2 jours de garde à vue longue, alors que je sortais de réanimation, j'étais très affaibli, mais j'avais quand même à peu près la capacité de répondre aux questions. Donc il n'est absolument pas tenu compte de mes propos de médecin, soignant, ça n'existe pas. Donc... Non, on se dirige vers un avis de mes avocats. Et donc je me reposerai sur leur avis. Si mes avocats me disent « ne fais pas appel », je ne ferai pas appel. Par contre, je porterai plainte, comme je vous l'ai dit, contre la gendarme pour faux témoignage et donc dénonciation mensongère par personne ayant autorité, ça c'est certain. Le pragmatisme des chefs d'entreprise mis à rude épreuve alors que plusieurs chantiers sont annulés ou suspendus, comme le futur lycée d'Opunha ou encore le village tahitien. Ils ont du mal à se projeter. Le calendrier est flou et l'avenir très incertain. Les détails avec Marouki Duri. Si vous ralentissez cette commande publique, effectivement, les entrepreneurs, eux, ils vont dire, écoutez, on s'adapte, on réduit nos effectifs. Ça veut dire quoi, réduire les effectifs? Ça veut dire mettre des gens dehors. Et c'est pas ce que l'on veut. Donc effectivement, on a besoin de pouvoir se projeter. Et pourtant, il n'y a pas de cap clairement établi et on ne voit rien venir. C'est en substance ce que nous ont confié plusieurs constructeurs, promoteurs et entrepreneurs de la place. Un trou d'air qui pourrait avoir un effet cascade en 2024, à l'heure où le pays revoit sa copie en matière de commande publique. Exemple, avec le lycée de Opunhu, qui devra être redimensionné. C'est un projet qui était estimé à 3,5 milliards de francs initialement, dont l'estimation a augmenté à 8 milliards. Et c'est pourquoi le ministère de l'Éducation a décidé de revoir le programme du projet afin de mieux le dimensionner aux besoins. Le lycée de Moorea, symbole d'un gouvernement aux ambitions plus mesurées. L'engagement du pays pour les travaux publics reste important en 2023, près de 21 milliards. Mais pour 2024, il faudra attendre le budget primitif présenté en novembre et voter le mois suivant pour connaître les grands projets. Le pays prévoit d'ores et déjà près de 9 milliards d'appels d'offres pour les 2 premiers trimestres. Le secteur du BTP, il bat son plein. Nous avons des chantiers dans tout le pays. Les entreprises ont beaucoup de travail, elles ont tellement de travail que nous avons du mal à liquider les marchés qui sont en cours et nous avons également des difficultés à engager de nouveaux marchés, ce qui montre que les entreprises ont parfois un manque de capacité pour répondre à notre commande. Ce que nous avons en tête, c'est de mettre en œuvre une politique rationnelle en matière d'investissement. Donc ce que nous souhaitons, c'est mettre en œuvre des projets qui soient avant tout pertinents. Nous ne souhaitons pas des projets qui soient surdimensionnés ni incohérents. Mieux dépenser l'argent public, c'est le mot d'ordre au sein du nouveau gouvernement.
Pas sûr que la politique du béton et du goudron soit donc la priorité économique des prochains mois, même si le discours se veut rassurant. Et le secteur du BTP, c'est près de 7000 emplois directs au Fénois. On continue d'en parler avec vous, Tevaïti Pomare, Yorana. Yorana, merci de l'invitation. Je tiens à saluer nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, réduire les dépenses publiques en réorientant les projets ou en les redimensionnant, c'est un discours sensé que le patronat peut entendre, mais à quel prix ? Je tiens à préciser que la commande publique est identique à l'an passé et elle sera encore active l'année prochaine. La commande publique, c'est 66 milliards par an. Alors, comment expliquer cette appréhension des chefs d'entreprise, notamment ? Je pense qu'on a eu un nouveau gouvernement et puis les priorités du gouvernement ne sont pas nécessairement celles du gouvernement passé. Nos priorités se tournent vers la population, vers des investissements plus sensés, comme l'a rappelé le ministre des Grands Travaux. Et nous ne sommes pas tenus par les promesses électorales de nos prédécesseurs. Alors, quelles sont vos priorités, puisqu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise toujours s'interrogent sur le cap du gouvernement qui n'a toujours pas été donné, ou en tout cas qu'ils ne connaissent pas ? Nos priorités, ça reste les projets structurants, comme par exemple le pôle de santé mentale pour près de 2 milliards de francs, la zone biomarine de Faratea pour 3 milliards de francs, et aussi l'aménagement de la marina pour les Jeux Olympiques pour 1,5 milliard. C'est suffisant pour les aider à avoir confiance en ce pays, pour investir encore ? Le pays s'engage à égal niveau qu'avant. Donc la commande publique existe et puis on a noté que beaucoup d'entreprises ont des bons de commande remplis. Donc le pays sera bien là pour soutenir la commande publique. On continuera à soutenir la commande publique pour maintenir les emplois. Donc ce soir, vous leur dites, ne vous inquiétez pas, tout va bien et il y aura encore des chantiers, nous aurons encore des chantiers à vous proposer demain. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, l'investissement est le même. Concernant la dette du pays maintenant, en août, le gouvernement a décidé de rendre 3 milliards du deuxième prêt garanti par l'État pour, selon Moïté Broderson, amorcer le désendettement de la dette du pays. Or, le mois dernier, vous avez contracté de nouveaux emprunts auprès des banques locales et de l'AFD pour un montant total de près de 8 milliards. Un pas en avant, un pas en arrière, on s'y perd. Il faut emprunter ou pas ? C'est deux dispositifs différents. Donc, le pays avait souscrit 35 milliards de plans garantis d'État, adossé à un plan de relance. Ce plan de relance nécessitait des mesures qui devaient être mises en œuvre avant septembre 2024. Beaucoup de ces mesures n'ont pas commencé et ne pourront être mises en œuvre d'ici 2024. Donc, on a pu identifier 3 milliards, un montant de 3 milliards à rendre. À rendre, on va dire. Voilà. Et donc cet argent, qui permet ce désendettement. Et cet argent va servir à quoi ? Cet argent, il est rendu. Donc, il y a 3 milliards de moins d'empruntés, ce qui diminue la dette du pays. Parallèlement, l'année dernière, l'Assemblée a voté 9 milliards d'emprunts pour les investissements à réaliser cette année. Donc, le gouvernement vient exécuter cette délibération de l'Assemblée et se retourne naturellement vers les banques locales et nos partenaires nationaux. Donc, nous avons emprunté 6 milliards auprès des banques locales et nous allons emprunter 3 milliards auprès de nos partenaires nationaux comme l'AFL et l'AFD. Donc ce que vous dites, c'est que vous ne faites qu'exécuter ce qui a été décidé par l'ancien gouvernement, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Donc les 9 milliards ont été décidés par l'Assemblée au titre du budget 2023 et nous venons exécuter ce budget. Et là, il n'était pas possible d'y renoncer pour amorcer le désendettement du pays ? Il n'était pas prévu non, c'était pas prévu. Et puis le choix a été fait sur le prêt garanti d'État parce que ce prêt garanti d'État présentait un taux indexé qui était supérieur au taux bonifié qu'on a pu avoir sur les nouveaux prêts. Merci Tevaïti Pomare pour ces premières réponses. Nous allons poursuivre sur la fiscalité cette fois, mais avant, je vous propose d'écouter cette déclaration du président de la CPME, Christophe Pley, était l'invité café de la matinale radio ce matin. Je vous rappelle qu'on a fait sauter quelques milliards en enlevant la contribution pour la solidarité, qu'il va falloir les trouver quelque part. Et ça donc, vous inquiète, ça va être... Ah oui, nous, très clairement, les chefs d'entreprise sont inquiets parce qu'ils savent très très bien que quand on enlève des milliards en claquant des doigts, il va falloir aller les chercher ailleurs. Et généralement, quand on va les chercher ailleurs, on va sur les entreprises.
Tevaïti Pomaré, la taxe sociale a donc été supprimée. Pour combler le manque à gagner de 9 milliards de francs, le gouvernement assure que le budget 2024 du pays fera l'affaire. Y a-t-il assez d'argent dans les caisses l'an prochain pour compenser cette ancienne taxe d'1%? Il y a suffisamment d'argent dans les caisses. Je tiens à rappeler que la priorité du gouvernement, c'est le pouvoir d'achat. Donc, c'est 9 milliards qui ont été rendus à la population et aux entreprises. Et c'est 1% en moins, c'est 1% en plus dans la poche du consommateur. Donc, aujourd'hui, le gouvernement l'a annoncé déjà, c'est la relance économique qui va permettre de financer nos besoins sociaux, et c'est cette relance économique qui va permettre de créer de l'emploi. Donc 9 milliards existent aujourd'hui dans le budget de l'année prochaine, et au-delà, on fait comment? Au-delà, nous avons déjà annoncé que ce qui est important, c'est la réforme structurelle de la PSG. Cette réforme, on l'attend depuis 20 ans, donc on s'est engagé à la mener au plus tôt, et c'est ce qu'on fera pour l'année prochaine. Donc il ne sera pas question de faire appel aux salariés et aux patrons pour combler le déficit de la CPS? Aujourd'hui, il n'est pas question d'augmenter la pression fiscale. Ce qui est important pour le gouvernement, c'est de mettre en œuvre une fiscalité juste et équitable. Je l'ai annoncé en commission de finances, il n'y aura pas de changement, pas d'augmentation sur la CST. Il n'y aura pas d'augmentation de la CST pour l'année prochaine? Il n'y aura pas d'augmentation pour la CST l'année prochaine. Okay. C'est ce que j'ai annoncé déjà en commission de finances en juillet. C'est ce que Moïté Broderson avait confirmé le contraire. Donc, augmenter donc les cotisations parallèlement à ce que vous avez décidé, eh bien, c'était les préconisations d'un rapport de la société Frairis. Donc ça aussi, vous n'allez pas suivre ces recommandations? Le budget de la CPS va être voté le mois prochain, et puis le conseil d'administration prendra les mesures qu'il trouvera bonnes de prendre. Donc vous laissez la CPS décider pour son avenir? Je compte sur la responsabilité des administrateurs, effectivement, pour pouvoir équilibrer les budgets l'année prochaine. Pour terminer, le rapport d'orientation budgétaire est toujours attendu par les élus de Tarahoy. Qu'est-ce qui tarde? Rien ne tarde, le calendrier est le même. Donc chaque année, le rapport d'orientation budgétaire est discuté fin octobre. Donc demain, nous transmettrons ce rapport à l'Assemblée. Il y aura une commission des finances la semaine prochaine, et le rapport sera, comme chaque année, discuté à fin octobre. Et est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes du budget de 2024 que l'on attend depuis l'ouverture de la session budgétaire? Je vais laisser en fait le temps du rapport pour pouvoir discuter de tout ça. Merci beaucoup, Tevaïti Pomaré, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Le rapport d'orientation budgétaire devra donc être étudié par les élus de Tarahoy au plus tard à la fin du mois d'octobre. Et dans votre matinale radio demain, plus de détails sur le dispositif des balises de géolocalisation déployées par la DRM. Vaiana Joufok, chef de la cellule du suivi des pêches, sera l'invité café. Trouver un emploi lorsque l'on est sans abri, c'est compliqué, mais pas impossible. Une réalité rendue possible par le projet Tenati Torea, lauréat du Hackathon solidaire. 10 entreprises polynésiennes s'engagent à former et à embaucher des sans-abri. Cette belle histoire nous est racontée par Cybelle Plichard et David Chang. Nati Torea. 4 mois après la naissance du projet, les premières entreprises s'engagent. Elles sont une dizaine à promettre l'embauche d'au moins un sans-abri en CDI. Les candidats ne se sont pas fait prier. Mon objectif à moi d'avoir changé de vie et de travailler dur. J'ai une famille aussi, j'ai une femme, j'ai des enfants. Je souhaite de continuer très loin encore devant pour arriver là. Le public sans-abri fait peur, continue à faire peur parce qu'il est méconnu, parce que les gens ne se rendent pas compte. Enfin, je dis les gens, mais moi c'est pareil, avant de commencer à travailler pour Tetoria, en fait, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'il y a autant d'histoires que de personnes. Et donc, effectivement, c'est une question avant tout de confiance. L'une des clés de la réussite, c'est le référent, le Natiref. À la Polynésienne des eaux, Taponui s'est porté volontaire. L'occasion pour lui d'exprimer les valeurs maohi d'entraide. Entre rigueur et bienveillance, il est prêt à assumer ce rôle. Il va travailler sur nos chantiers en tant qu'agent de réseau pendant 1 an à peu près. Et mon rôle va être de l'accompagner, de m'assurer que
son intégration, que son emploi, la maîtrise de son poste, et tout ça puisse se passer sans gros encombre, qu'il puisse se sentir le plus à l'aise possible. La Polynésienne des eaux est très ancrée, fait beaucoup d'insertions avec le RSMA, avec Fondation Agir contre l'exclusion, mais on touche certains types de publics. Là, c'est aller toucher des publics qui sont encore beaucoup plus en difficulté. Ça peut arriver à de nombreuses personnes du jour au lendemain de se retrouver à la rue et qu'il ne leur manque pas grand-chose à ces personnes-là, à ces natifs, pour retrouver tout simplement un toit. 12 sans-abri ont déjà été identifiés. Des réseaux de référents et d'entreprises sont en train de naître. Le premier Nati Day a tenu ses promesses. Comment réduire ou valoriser ces déchets? C'est la mission que s'est donnée l'association Tia Ifenua qui parcourt les îles de la Polynésie afin de sensibiliser les habitants à la préservation de l'environnement. Les plus jeunes d'abord dans les établissements scolaires, ils ont appris à fabriquer des jus de fruits avant de réaliser des dentifrices et des sablés. À l'issue de cette rencontre, les adolescents sont désormais des néobricoleurs car réparer au lieu de jeter, c'est la meilleure option. Ainsi, 350 kg de déchets électroniques ne finissent pas dans la nature. La directrice du CJA répond à Théama Kamia. Intéressant parce qu'au niveau de l'île, nous n'avons pas pour habitude de réparer, de réutiliser, de recycler nos machines. Nous les déposons directement au dépotoir. Et bien là maintenant, grâce à toutes ces actions, ces alternatives, on va moins polluer notre Fénois. Donc avec tous ces spécialistes, beaucoup de personnes ont apporté leurs machines pour tenter de les réparer, pour diagnostiquer une panne. Et bien, si on ne peut pas, eh bien, on va démanteler toutes ces machines pour les mettre en place, pour les mettre en pièces. Donc c'est une très bonne chose pour notre environnement tout d'abord. Et sur l'île voisine Uapau, la journée d'Octobre Rose a rassemblé 200 habitants dans la vallée de Hakahetau pour des activités traditionnelles, mais aussi et surtout pour récolter des fonds pour permettre aux femmes de se rendre à Nukuhiva afin d'y effectuer un test de dépistage du cancer du sein et une mammographie. Et rencontre avec deux athlètes. Enfin, Aurélien Foussard et Jean-Baptiste Cipriani sont les lauréats de la Bodybuilding Tinonui 2023. Tous deux veulent encore être les ambassadeurs du pays à San Diego. Alors, ils préparent leurs muscles une fois de plus et espèrent ainsi rayonner au-delà de nos frontières. Chiquita Teiva et David Chang. Tevanui Cipriani et Aurélien Foussard, deux férus de bodybuilding. Ils ont décroché le précieux sésame pour la NPC Border States à San Diego. Depuis des mois, 6 jours par semaine, ils peaufinent les derniers détails de leur préparation. Le fait aussi que je me sois entraîné avec Tohiro, ça m'a beaucoup apporté. Donc je suis venu avec lui parce que je sais que c'est la personne qui pourra me tirer au maximum de mes capacités. Cette année, j'ai eu la chance de pouvoir être assisté d'Anthony Bach, qui a un œil de juge en fait, qui m'a aidé en fait à évoluer au niveau du dos, des épaules surtout, et du dos et par rapport au pec, le haut des pecs aussi, voilà. Multi-champion de la Tahiti Body Contest dans la catégorie body classique, la scène internationale est une première pour Tevanui, 37 ans. De son côté, Aurélien détient le titre Men's Physique depuis 2019. À 35 ans, il vise une 3e compétition internationale. Depuis 2019, j'ai pris à peu près 6 kilos de muscles, donc je pense être plus volumineux et pouvoir être plus compétitif à l'international, donc je me sens assez confiant. J'ai progressé, par rapport au physique que j'ai présenté ces dernières années, je pense avoir on va dire rééquilibrer un peu mon physique et puis améliorer certains défauts. Donc non, je suis prêt. À quelques jours de la compétition, nos athlètes sont affûtés et ne demandent qu'à être sur la scène. Il faut vraiment pouvoir affiner la taille et faire apparaître les obliques. Donc c'est surtout là-dessus que j'ai travaillé, et sur mon posing et sur l'aisance aussi, à pouvoir faire des transitions aussi. Il faut vraiment travailler là-dessus. Je vais vraiment pour gagner. Donc je vais aller à fond, quoi. Je vais essayer de me donner à 200%.
Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Voici l'information principale de ce journal. Les 34 pèlerins polynésiens retrouveront le pays en principe dimanche. Le périple pour rejoindre leur terre natale ne sera pas de tout repos alors que la situation en Israël ne s'améliore pas. Ils quitteront Jérusalem ce soir pour rejoindre la Jordanie en bus. Une partie se rendra à Rome avant Paris. Les autres se dirigeront vers Istanbul avant de retrouver la capitale parisienne. Dès ce soir, la première vous propose une nouvelle saison de Art Dreams Tahiti, votre rendez-vous street art. Chaque épisode est une invitation à découvrir la richesse culturelle de la Polynésie, mettant en lumière des artistes et des résidents locaux. Voici un extrait. Je m'appelle Wanu Teremate, alias Rawaj. Je suis artiste graphé, tatoué de profession. Bro, ça va? Cool. Ben voilà, hein, comme tu vois, on a quand même pas mal avancé. Après, il y a eu plein des petites déconvenues. En vrai, ça va, c'est vite allé quand même. Ouais, non, ça a beaucoup avancé. Après, comme tu vois aussi, ça, oui, la nacelle. Nacelle marquisienne, ça. Mais bon, pas mal aussi. La suite juste après ce journal avant de retrouver la série SWAT. À la une de votre quotidien Tahiti Info, demain, cette histoire de culture et de détention de cannabis découverte en 2019 à Nuku'Tepipi. Guy Laliberté renvoyé en correctionnel. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.